Merci de votre fidélité. 20h sur la télévision Futur Média. Bienvenue à cette édition. Les titres, c'est tout de suite. Mouvement d'humeur dans le secteur de la justice avec débrayage ce lundi. L'Union nationale des travailleurs de la justice proteste contre l'indifférence des autorités et réclame la satisfaction de sa plateforme revendicative. Après 18 semaines de grève en vain, les professeurs d'éducation physique montent au créneau. Ils exigent leur recrutement dans la fonction publique. Les détails de leur conférence de presse dans ce journal. Réplique des leaders de Benno Bokk Yakaar après l'annonce par l'opposition de manifestations prévues à l'échelle nationale. Les responsables de la mouvance présidentielle appellent la jeunesse au calme et à la retenue. Les Lionceaux, de retour au Bercail après leur sacre en Égypte, ils ont organisé une parade en direction du Palais de la République où ils seront reçus par le chef de l'État dans la soirée. Voilà pour les titres, le développement, c'est tout de suite. Bonsoir à toutes et à tous. Je vous l'annonçais donc tout de suite en titre, mouvement d'humeur dans le secteur de la justice. L'Union nationale des travailleurs de la justice a démarré ce lundi un mot d'ordre de grève qui a démarré par un débrayage très remonté contre le garde des Sceaux qui, selon eux, est resté indifférent à leur volonté de dialoguer. Ces travailleurs exigent la satisfaction de leurs revendications, des revendications qui tournent autour de la revalorisation de leurs primes de participation à la judicature, des indemnités de logement, du personnel bénéficiaire de fonds communs de greffe. Le point tout de suite avec Alassane Diafaraba. Ils ont démarré par un débrayage. À 10h, ces travailleurs de la justice ont cessé toute activité. Et c'est juste une première action. Si l'autorité ne réagit pas, ils vont poursuivre avec une grève totale de 48 heures à partir de ce mardi. Depuis le 15 novembre 2022, nous avons envoyé un courrier au garde des Sceaux, ministre de la Justice. Un courrier dans lequel nous l'avons d'abord félicité de sa nomination comme garde des Sceaux, mais aussi une occasion pour solliciter une rencontre avec lui. Donc depuis ce mois de novembre 2022, nous n'avons pas de réponse de la part du garde des Sceaux. Nous avons estimé qu'il n'y a pas une amélioration dans les conditions de travail des agents de la justice. Nous avons déposé un préavis de grève le 7 février passé, le 7 février 2023. Ce préavis de grève n'a pas fait l'objet de réaction. Jusqu'à la dernière minute, nous avons un courrier du secrétaire général. Mais dans ce courrier, en réalité, il n'y a pas une réponse à notre préoccupation. Demain, mardi et mercredi, il n'y aura pas de travail, ainsi de suite. Jusqu'à ce que l'autorité manifeste une volonté de rencontrer l'UNTJ. À travers ce mouvement d'humeur, les travailleurs de la justice exigent la satisfaction des revendications suivantes. Nous avons une prime de participation à la judicature qui est payée depuis des années. Mais cette prime-là est dérisoire. Nous avons également une indemnité que nous recevons chaque mois. Cette indemnité-là, elle est payée en fonction de la volonté de l'autorité, on va dire. Parfois, elle accuse des retards de 2 mois, de 3 mois, alors qu'elle fait l'objet de prêts bancaires. Beaucoup de camarades ont contracté des prêts avec cette prime-là. Vous imaginez les conséquences que ça peut comporter. L'autre point, ça concerne le reclassement des greffiers, des interprètes et d'autres agents. L'autre problème, c'est une indemnité de logement que les travailleurs de la justice méritent. Leur préavis de grève déposé le 7 février dernier est arrivé à expiration. L'Union nationale des travailleurs de la justice invite tous les travailleurs à se mobiliser et à suivre le mot d'ordre pour la satisfaction des revendications. Un autre mouvement d'humeur, cette fois-ci, il s'agit du syndicat national des professeurs d'éducation physique qui, après 18 semaines de grève en vain, se braquent au micro de nos reporters. Ils annoncent une accélération de leur riposte pour mettre la pression sur les autorités. Ces professeurs d'éducation physique réclament leur intégration au sein de la fonction publique ou à tout le moins une amélioration de leur statut. Reportage signé Ndeye Matidien et Mamadou Gueye. Boycott des évaluations en EPS du premier semestre. Mais nous avons aussi boycotté les cellules pédagogiques, plus le sport scolaire. Et ils ne comptent pas reculer, ont-ils dit. La raison, selon ces professeurs d'éducation physique, c'est qu'ils sont négligés. Nous sommes au regret de constater, au-delà du mutisme du ministre des Sports
et de l'enseignement supérieur l'attitude spectatrice des autres acteurs du système éducatif. Ces professeurs qui soutiennent avoir suffisamment patienté exigent maintenant de meilleures conditions de travail en commençant par une avancée hiérarchique. Rendre effectif dans les meilleurs délais le reversement direct des maîtres d'éducation physique dans le corps des professeurs de collège, de démarrer la formation diplômante des recalés des cohortes précédentes, gagner des postes de responsabilité dans sa carrière qui, à ce jour, ne peut être ni surveillant général, ni principal, encore moins censeur ou proviseur. Ils ont aussi dénoncé le comportement de certaines autorités scolaires qui cherchent à saboter leur mouvement d'humeur. En engageant un personnel extérieur non qualifié pour intervenir en lieu et place du professeur d'EPS gréviste. Ce précédent grave qui s'est passé au CM Diène Koumba Ndiaye de Foundiougne dans l'académie de Fatick engage tout autant la responsabilité civile et pénale du principal, M. Faye Seck, et de l'association des parents d'élèves. Avec fermeté, ces professeurs d'éducation physique menacent de perturber les examens au niveau national si les autorités, particulièrement l'État, persistent dans sa posture actuelle. Nous ne voulons pas valoir le BFM, encore moins le baccalauréat en EPS. Ça y est, c'est fait. Les résultats des élections de représentativité des syndicats de l'enseignement ont été publiés. Au total, 7 syndicats sortent du lot, le SAEMS, le SIENS, le QSEMS, le CELS et l'UDEN. Les enseignants plaident pour une unité syndicale, mais aussi pour la mise en œuvre du protocole d'accord signé avec l'État afin de mettre fin aux lenteurs administratives notées dans le traitement de leur dossier. Le point est signé Maïmouna Ndiaye Youssou Baro. Sur ce tableau, les résultats issus des élections de représentativité syndicale. Après dépouillement, 7 syndicats figurent en tête. Nous nous retrouvons encore avec 7 syndicats représentatifs. Mais cette fois-ci, avec un au niveau du corps de contrôle, comme lors des prochaines élections, qui est le SIENS, le syndicat des inspectrices et inspecteurs de l'éducation nationale du Sénégal. Et nous retrouvons encore aujourd'hui, au lieu de 3, mais 2 au niveau du préscolaire élémentaire, à savoir le CELS et l'UDEN. Et nous nous retrouvons avec 3 au niveau du moyen secondaire, à savoir le SAEMS, le QSEMS et le QSEMS-A. Et, comme l'a dit tantôt le ministre, nous avons le syndicat représentatif de l'enseignement arabe qui était là lors des dernières élections et qui revient, à savoir le Sénélas FC. Pour les syndicats, l'heure est à l'unité syndicale pour parler une seule voix. Nous allons même nous mettre au travail très rapidement au sortir de ces élections et c'est pour cette raison que nous appelons tous les autres syndicats qui ont eu la chance de sortir comme syndicats représentatifs à se retrouver pour la prise en charge des préoccupations parce que nous ne devons pas oublier que nous sortons d'une année de crise, c'est l'année dernière, qui nous a valu la signature d'un protocole qui est actuellement en train d'être mis en œuvre. Et nous notons que dans le cadre de la mise en œuvre de ce protocole, il y a beaucoup de trains qui n'arrivent pas à l'heure, parmi lesquels nous pouvons citer notamment ce qu'on appelle les lenteurs administratives dont la persistance est notée. Il y a aussi la révision du statut des décisionnaires qui doit se faire dans les meilleurs délais. Nous y ajoutons aussi la prise en charge des questions liées à la formation des enseignants, des questions de formation pour les professeurs de philosophie, également la formation des PC et la formation également de ce que nous appelons les demandeurs de mise en position des stages. Au sortir de ces élections, ces syndicalistes veulent se retrouver autour d'une table pour déterminer les doléances des négociations futures. Maïmouna Ndiaye, merci. L'actualité politique à présent. Au lendemain de la sortie de Yewwi Askan Wi, les leaders de Benno Bokk Yakaar contre-attaquent en conférence de presse au siège du Parti socialiste. Les responsables de la mouvance présidentielle dénoncent la décision de l'opposition de manifester à l'échelle nationale avec ou sans autorisation et invitent la jeunesse à ne pas se laisser manipuler. Les détails de leur conférence de presse, c'est avec Moussa Mané et Thierno Laurent Mendy. C'est avec 40 minutes de retard que les leaders de la coalition Benno Bokk Yakaar ont démarré leur conférence de presse. D'abord, une minute de prière à la mémoire de Maître Ousmane Seye, rappelé à Dieu le jeudi dernier. Maître Amadou Sall, le porte-parole du jour, est revenu sur ce qui fonde la justice sénégalaise. Il n'y a jamais eu de liberté sans cette règle non négociable du respect dû aux institutions. Il n'y a dès lors pas d'exception
Et nul ne peut se prévaloir de quelques prétextes pour entraver le cours normal de la justice en tentant de transférer le débat judiciaire dans la rue. Une opposition qui a décidé d'organiser des manifestations sur toute l'étendue du territoire national à partir de demain. Maître Amadou Sall d'ajouter que tout ceci n'est qu'une utopie. Il faut que nous ayons le courage de nous regarder les yeux dans les yeux et de nous dire certaines vérités. Il n'est pas possible, le même jour, ou le lendemain, ou le surlendemain, d'organiser une manifestation sur les 45 départements de ce pays. Une manifestation dans chaque département de ce pays. Vous savez parfaitement que dans un état de droit, ça ne se fait pas, ça ne peut pas se faire et ça ne se fera pas. Face à une opposition que les leaders qualifient d'immature et d'irresponsable, ils affirment que tous ceux qui sont attraits devant la justice du pays doivent répondre à celle-ci, au lieu de transférer le débat judiciaire dans la rue. En tant que citoyens et républicains, en tant que républicains, nous informons les Sénégalais en leur disant, voilà une action qui est entreprise dont le seul but, c'est de créer une situation, j'allais dire, de pagaille. C'est inacceptable à nos yeux, à nous tous. Nous informerons les Sénégalais et le reste, l'État a la responsabilité et a le monopole de la violence légitime. Nous ne pouvons pas, à cause d'une virée nocturne, mettre le pays sens dessus, sens dessous. Que ceux qui doivent répondre, répondent et le reste, on verra bien. Une bataille politique entre pouvoir et opposition en prélude des élections présidentielles de 2024. Selon les leaders de Benno Bokk Yakaar, il est de l'intérêt de toute la société de protéger nos institutions car elles sont les garants de nos libertés collectives et individuelles. Et la section communale de PASTEF Yeumbeul tape sur la table pour la libération immédiate d'Amy Sarr, leur camarade de parti, emprisonné dans l'affaire dite des forces spéciales. En conférence de presse, le militant Ibrahima Touré dénonce des arrestations à tout va, des arrestations qu'il considère abusives et de nature à maintenir la tension qui sévit déjà dans l'espace politique. Je vous propose de l'écouter au micro de Modou Diop. Dénonçons avec la dernière énergie les arrestations et détentions arbitraires adossées au bafouage des libertés les plus élémentaires. De ce fait, nous exigeons la libération de tous les détenus ou otages politiques, y compris les soi-disant forces spéciales, à l'instar de Mme Amidia et compagnie. Derechef, nous réclamons une justice impersonnelle, impartiale, afin qu'elle soit rendue au nom du peuple sénégalais. Eu égard de toutes ces considérations, nous demandons à l'État du Sénégal d'user de toute sa mission régalienne afin que la paix et la sécurité, qui sont des préalables essentiels au développement durable, demeurent dans notre cher Sénégal. Et puis sur la table du procureur de la République, sur la table du président de l'Assemblée nationale ce matin, une demande d'ouverture d'enquête parlementaire sur la CREI. Elle a été formulée, cette demande, par le député Cheikh Abdou Mbacké Bara Dolly. Le leader du mouvement Nekkal Fi Askan Wi veut que lumière soit faite sur le montant de 200 milliards de francs CFA issus de l'exécution des missions de la Cour de répression de l'enrichissement illicite ainsi que l'évaluation de la dite juridiction spéciale, et nous n'excluons pas d'y revenir dans nos prochaines éditions plus en détail. Parlons consommation à présent avec Saint-Louis où les consommateurs rencontrent d'énormes difficultés pour trouver du sucre. Ils peinent à trouver le produit dans les boutiques à quelques jours du mois de Ramadan et accusent les gros commerçants. Ces derniers apportent la réplique et expliquent la cause de la pénurie dans ce reportage signé Ousseynou Diop et Habib Seck. Marché Tiendjiguène de Saint-Louis, le sucre se fait de plus en plus rare dans les boutiques des commerçants. Les étals sont vides, ce qui ne fait pas le bonheur des consommateurs. Pour Awambeng, il est difficile de trouver du sucre à un prix abordable sur le marché. Les détaillants ne peuvent plus trouver le sucre en quantité suffisante. Selon Aïda Diop et Ndeye Maïssa, la situation perdure depuis quelques jours. Pourquoi il y a pénurie de sucre sur le marché? C'est ça la grande question.
Les gros commerçants peinent à trouver le sucre. Et nous aussi, nous avons de sérieux problèmes pour l'avoir. Parfois, on reste pendant 2 jours sans trouver un kilogramme de sucre. Actuellement, on vend le kilogramme de sucre à 650 francs. Avant, on le vendait à 600 francs. Les détaillants et consommateurs accusent les grands commerçants. Selon eux, ils sont à l'origine de cette situation qui devient de plus en plus alarmante. Cheikh Tidiane Ndiaye, le président du comité d'entreprise des marchés, répond et apporte des éclairages. Les consommateurs doivent comprendre la situation que nous vivons. Moi, j'achète le sac à 27 500 et le gouvernement m'oblige à le vendre au même prix. Je pense que c'est ce qui est à l'origine de cette situation. À Saint-Louis, dans beaucoup de quartiers, les populations dénoncent le manque du sucre. Beaucoup peinent à trouver le produit dans les boutiques, alors que les Saint-Louisiens sont de grands consommateurs du sucre, avec le thé qui est servi plusieurs fois dans la journée et le ramadan qui s'approche à grands pas. Le lycée Kennedy a abrité ce lundi une cérémonie en hommage à Yama Djemedjeju, surnommée affectueusement par les élèves maman des majorettes. Proches, parents, collègues, élèves, tous sont répondus présents et ont magnifié le travail abattu par la défunte pour rehausser l'image des majorettes, mais aussi celle du lycée Kennedy. Aminata Mbaresso et Tcherno Laurent Mendy ont assisté à la cérémonie de prière en la mémoire de l'illustre disparu. Reportage. Dans l'enceinte du lycée Kennedy, une cérémonie empreinte d'émotion. Élèves, administration, tous sont sortis des salles pour rendre hommage à Yama Djemedjeju, figure emblématique du lycée, décédée le vendredi dernier. Yama Djemedjeju était une personne hors pair. Elle a intégré le lycée Kennedy, comme on l'a dit, en 1984. Et elle est partie à la retraite en 2019, mais elle est toujours restée avec nous. Après, elle a commencé à encadrer les majorettes dès 1987 et elle n'a plus jamais quitté ce poste-là, cumulativement bien sûr avec son enseignement-apprentissage. Yama Djemedjeju, c'était la maman des majorettes du lycée Kennedy. À l'occasion de la célébration du 4 avril, elle était en tête, aussi bien dans l'organisation, mais dans l'encadrement des filles pour de belles prestations. Et comme son mari l'aime l'appeler, c'est Madame Majorette. Une fois que les 3 mois avant le défilé, elle consacre toute sa vie au défilé. Elle était très rigoureuse. En fait, elle gérait les majorettes de main de maître. Il faut rappeler que les majorettes étaient nos meilleurs élèves déjà. Donc, pour ces élèves-là, il faut un encadrement de qualité que Madame Djemedjeju avait. Elle plaçait la rigueur au-dessus de tout. Les majorettes fonctionnaient avec elle comme en classe. De 1984 à 2019, Madame Djemedjeju a été professeure d'éducation physique et sportive, mais aussi elle était responsable des majorettes. Disparition, une perte énorme pour le lycée Kennedy. C'est une femme qui a servi la nation, comme j'aime le dire. C'est un soldat du peuple, au service de la nation, pour le bien-être de la nation. Il n'est jamais facile de remplacer Madame Djemedjeju, mais Madame Djemedjeju a travaillé avec une jeune dame qui s'appelle Madame Anta Ndiaye Diop, qui a travaillé avec elle pendant plus de 10 ans. Et c'est cette dame-là qui a pris le relais depuis 2019, bien sûr avec toujours l'accompagnement de Madame Djemedjeju qui l'a conseillée, qui l'a soutenue. Par cette cérémonie, l'administration et les élèves se rappellent d'un des leurs, Yama Djemedjeju, une figure emblématique, une femme qui était très liée aux majorettes du lycée Kennedy. Paix à son âme. Parlons santé à présent avec des sommités du monde de la médecine et des experts américains actuellement en conclave à Dakar pour se pencher sur l'éradication définitive du paludisme au Sénégal mais aussi en Afrique. Sous la houlette du professeur Daouda Ndiaye, ces spécialistes travaillent sur la génomique, un outil qu'ils considèrent indispensable pour la surveillance mais aussi l'élimination du palu. Le compte-rendu de leur séminaire, c'est avec Pape Faraning. Des experts venus du monde entier, plusieurs sommités de la santé en Afrique et une vingtaine d'experts américains sont en conclave à Dakar pour l'utilisation des données génomiques dans la surveillance et l'élimination du paludisme. Les données que nous avons eues sur le plan génomique, sur la résistance, sur le palu, sur le vecteur, sur les parasites, mais également les données de surveillance sur le plan épidémiologique vont être discutées. Nos résultats ont été à chaque fois partagés avec le palu. On va voir maintenant, est-ce que les résultats qui ont été communiqués au programme palu pour aider dans la décision
avec le programme et tout le monde ont été assez performants pour éclairer le Sénégal dans la lutte contre le paludisme. L'apport de la génomique est indispensable pour éradiquer le paludisme grâce à la recherche des scientifiques. Parce qu'il existe plusieurs techniques pour faire le diagnostic du paludisme. On fait la goutte épaisse, on fait d'autres techniques, mais vraiment la technique la plus poussée pour aller vraiment au fond des choses, c'est la génomique. Et c'est très important lorsque nous allons vers l'éradication. Mais tout ceci est basé également sur la recherche et les innovations. On peut donc mettre ce centre dans ce dispositif de la recherche et de l'innovation, qui est quand même, il faut le reconnaître, indispensable pour aider le pays à atteindre l'élimination du paludisme. Les partenaires sont convaincus, avec cette collaboration étroite, le paludisme va reculer considérablement. Magnifique, c'est vraiment la collaboration très étroite entre les chercheurs et le ministère de la Santé, notamment le programme Palu, qui aide dans la prise de décision réelle. Et cela, c'est non seulement un exemple pour le Sénégal, mais c'est pour toute l'Afrique, par rapport à avoir des experts qu'il faut pour éclairer les prises de décision. Et l'exemple de la Covid-19 est là. C'est qu'aujourd'hui, à travers ces experts, les experts sénégalais, nos pays, notamment le Sénégal aujourd'hui, a pu prendre ses responsabilités. Comment nous aidons le programme Palu à suivre l'efficacité des médicaments. Donc chaque année, les médicaments qui sont donnés aux Sénégalais sont évalués par nous pour voir est-ce que les médicaments sont toujours efficaces ou pas. En suivant les malades, mais également en cherchant les résistances. Durant 4 jours, experts africains et américains vont évaluer les recherches élaborées sur l'utilisation des données génomiques dans la surveillance et l'élimination du paludisme lors de la seconde édition du séminaire international de Dakar au SIGAS. Et après la santé et le sport, le Sénégal sur le toit de l'Afrique avec 4 trophées continentaux, un record historique dû à un travail de très longue haleine abattu dans de nombreux secteurs, notamment la formation et la mise en place d'infrastructures. De l'avis des spécialistes du ballon rond interrogés par nos reporters, il est capital de rester dans cette dynamique et pour y parvenir, ils préconisent la mise en valeur du football local. Le reportage est signé Mamadou Ndiaye. Le Sénégal, encore champion d'Afrique avec les U20, une première historique dans cette catégorie après 3 finales perdues. La formation des petites catégories est le seul secret de la réussite du Sénégal ces dernières années. Les responsables du football local ont toujours misé sur la formation. La réponse est là, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, repérer les jeunes joueurs, n'est-ce pas, et ensuite pouvoir mettre en place une académie fédérale, les préparer pour une bonne relève, n'est-ce pas, d'ici encore 4 ans, pour qu'au moins ces jeunes, effectivement, qui ont joué les U20, que ces jeunes également, dans 4 ans, pourront jouer également les U17 et les U20. La FIFA a fait un diagnostic depuis 2018 ici au Sénégal, pour voir en fait quels sont les problèmes du football sénégalais. Et diagnostiquer en fond, effectivement, les problèmes qui se posent au football sénégalais. Avec des centres de formation de qualité à l'image de Génération Foot et Djambar qui sillonnent le pays pour détecter les jeunes talents. Et au-delà donc des infrastructures, il faut avoir la formation, la détection. Et tout le monde sait qu'aujourd'hui, la formation, elle est très importante. Donc pour pérenniser tout cela, il faudra que tous les clubs aient un centre de formation. Et sur les 28 clubs, qu'on puisse avoir un football de haut niveau. Et de toute façon, le football l'a prouvé ces dernières années. Le président fondateur de Génération Foot va plus loin. Il préconise la création des centres de formation au profil de tous les clubs de la Ligue professionnelle de football. Qui parle de formation parle de l'éducation. Et l'éducation aujourd'hui, c'est l'arme la plus puissante que nous devons utiliser pour changer le monde. Et le football est en train de changer notre pays et apporter sa pierre à l'édifice. Et aujourd'hui, nous devons continuer à travailler dans ce sens pour pouvoir aussi créer d'autres emplois et parler de la CONEF qui a 1200 écoles de foot, qui parle de 1200 écoles de foot. Cela représente aujourd'hui plus de 120 000 jeunes. En 14 mois, le Sénégal enchaîne 4 trophées continentaux, un succès dû à des années de travail à la base avec une fédération qui mise aussi sur les infrastructures et la formation des petites catégories.
Voilà donc le Sénégal qui enchaîne les prouesses avec l'obtention de 4 trophées continentaux. Le dernier en date, vous le savez, c'est les Lionceaux qui sont sacrés champions d'Afrique. Ils sont fraîchement rentrés d'Égypte cet après-midi et sont actuellement en train d'organiser une parade en direction du Palais de la République où ils vont être reçus par le chef de l'État, Macky Sall. Fin de ce journal, merci de l'avoir suivi. L'actualité se poursuit sur toutes nos plateformes digitales. Tout de suite après moi, retrouvez la grande Binta Diallo dans la deuxième partie de Soir d'Info. Elle reçoit le ministre du Travail, Monsieur Sambassi. Excellente suite de programme sur la télévision Futur Média. Excellente soirée.